tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission à chaud. On est à quelques minutes du coup de siffler le final. L'OGC Nice a remporté un match, une deuxième victoire consécutive contre le Stade Rennais. Effroyable Stade Rennais cet après-midi. Voilà, donc on va revenir dans cette émission sur le match, sur l'actualité aussi autour de l'OGC Nice, notamment la prolongation de Dante cette semaine, le centième match de Todibo. Aussi, on fera un petit focus sur ces années de l'OGC, au cours desquelles il a joué à l'OGC Nice, peut-être ses derniers matchs aussi avec la tunique rouge et noire. Et puis le match en long et en large. Voilà un programme assez chargé, mais je ne suis pas seul naturellement pour débriefer de ce match et être dans cette émission. J'ai le plaisir déjà d'accueillir Hugo, qui voilà le totem d'immunité. Voilà, l'OGC Nice a gagné, donc Hugo est là. Comment ça va, Hugo? Salut Pancho, salut tout le monde. C'est un vrai plaisir de réentamer un cycle positif. Après la défaite contre le PSG, on revient et on repart avec une petite victoire contre Rennes, notre bête noire. Donc ça fait plaisir. Anecdotique, hein, mais on prend quand même. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Obi-Wan qui fait son retour dans l'émission après ses deux apparitions de l'année dernière, il me semble. Comment vas-tu? Bonjour, je vais très très bien, merci. L'impact player C'est de la journée, exactement c'est moi. ça. Mais je viens que quand on gagne. Voilà, c'est ça, c'est dans les termes de ton contrat, hein. Vraiment, on ne triche pas dans l'émission. Dans un premier temps, messieurs, avant de revenir sur le match et de faire une grosse partie dédiée au match, bon, on parlera uniquement de la deuxième mi-temps parce que vraiment, la première mi-temps, elle était absolument soporifique, c'était horrible. La grosse information de cette semaine, c'est la prolongation de notre capitaine Dante, donc jusqu'en juin 2024, une saison supplémentaire pour le défenseur brésilien qui va faire donc sa huitième saison à l'OGC Nice. J'ai pas le compteur de match, il doit être aux alentours de 230, 240 Ouais, environ. 240. Voilà, c'est pas une question de quiz, hein, voilà, je tiens quand même à le dire. Euh, donc il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça. Bon, une année supplémentaire, on en entendait parler ces dernières semaines, ça devait se concrétiser, il n'y a pas réellement de surprise. Dante, cette saison, c'est 39 ans, mais c'est sportivement déjà un joueur qui je pense, a mérité cette prolongation, de par le nombre de matchs enchaînés chez nous, de par aussi la consistance de ses performances et de par aussi la fiabilité physique, hein. On note depuis plusieurs saisons que Nice a du mal avec les blessures. Dante, hormis les croisés d'il y a 2 ans et demi, il n'a jamais été blessé. Hugo, toi, qu'est-ce que tu penses de cette prolongation? Et question un peu ricochet, mais pour l'année prochaine, tu t'imagines à quoi concrètement? Est-ce qu'on va plus voir du Viti? Est-ce qu'on va installer peut-être un Youssouf en défense centrale? Est-ce qu'on attend tout simplement l'officialisation d'un nouveau coach s'il y a un nouveau coach? Quelle est ta vision un peu là-dessus? Bon, moi, j'étais déjà très satisfait de la prolongation de Dante, comme je l'avais dit sur Twitter. Je pense que d'un point de vue institution, vestiaire, déjà, ça me semblait fondamental que Dante reste, puisque il a pas failli cette année sportivement. Moi, j'ai très peu d'exemples de matchs où j'ai vu, à part à l'image de l'équipe en début de saison au mois d'août, où on sait que Dante, il faut toujours quand même un mois, 2 mois pour monter en puissance. Ensuite, je l'ai jamais vu faillir, à part peut-être le but à Auxerre aussi où il a un peu pris de vitesse, mais sinon dans un gros match, j'ai jamais vu Dante passer à côté. Donc sportivement à 39 ans, à partir du moment où il voulait continuer, moi j'y voyais pas de problème. Après, tout dépend aussi de la direction sportive qu'on va prendre l'an prochain. Est-ce qu'il doit encore jouer tous les matchs ou est-ce qu'on doit commencer à entamer cette transition que moi je pensais qu'on allait entamer cette année, puisqu'on le rappelle, le club a quand même posé une quinzaine de millions d'euros sur Mattia Vitti qu'on n'a pratiquement pas vu, à part quand on jouait à 3 dans une défense à 3 je veux dire. Donc oui, à voir la direction, le coach, la direction sportive, mais moi j'aimerais bien dans l'idée commence à entamer la transition qu'on devait entamer cette année. Par exemple, voilà, s'il y a un match en semaine, essayer de faire jouer Viti, de varier un petit peu. Parce que cette année, ouais, Dante, c'est un de ceux avec Schmeichel et Thuram qui est dans le top 3 de plus de minutes jouées. Et je ne sais pas si à 40 ans, ce sera tenable encore l'an prochain. Puis à un moment donné, il faudra bien qu'on commence à se détacher de Dante et qu'on imagine la suite. Jurisprudence Vittorino Hilton et José Fonte, hein, du côté de Lille. Maintenant, tu parlais de matchs en semaine.
encore faut-il le rappeler, alors ça nous fait C'est mal, vrai. hein, mais l'année prochaine, il n'y aura pas de match en semaine, sauf intervention divine. Obi-Wan, toi, ton ressenti par rapport à cette prolongation, est-ce qu'elle te semble logique? Est-ce qu'elle t'inquiète? Comment est-ce que tu vois, on va dire, le temps de jeu de Dante l'année prochaine lors de la nouvelle saison? Bah, les deux. Les deux. Je pense que c'est légitime pour les raisons qu'a évoqué Hugo, donc je ne vais pas y revenir dessus. Franchement, ça a été un pilier de l'équipe cette année. Voilà, il n'est pas passé à travers et il impulse une dynamique et une énergie incroyable dans le groupe. Il est exemplaire et par son comportement, il est exemplaire. Là où je me pose des questions, c'est effectivement le temps de jeu l'année prochaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on prépare l'avenir avec Dante, qui fait tous les matchs? C'est effectivement un des joueurs qui a joué le plus de minutes. Est-ce qu'on prépare l'avenir dans une année où il n'y aura pas de match en semaine, donc il y aura un match par semaine? Est-ce que c'est pas l'occasion de préparer l'avenir et de faire qu'il fasse un match sur deux, je sais pas, mais il me semble quand même que il va falloir commencer à préparer l'avenir. Donc moi j'ai confiance en Bokeh Ghisolfi pour voir comment préparer au mieux l'année prochaine. Et comment on va utiliser Dante, ça va être une vraie question. Hmm. Ça va être une vraie question quand même. Est-ce qu'il acceptera d'être sur le banc? Je ne sais pas. S'il est aussi performant que cette année, on ne peut pas présumer hein, des performances de ce joueur parce il est quand même étonnant. Hein. Encore aujourd'hui, il fait quand même un match très très solide. Voilà, mais j'aimerais quand même voir d'autres joueurs à côté, quoi. Ouais, on va voir effectivement Vici qui a été recruté l'été dernier pour une quinzaine de millions d'euros, qui est quand même un montant assez important, qui a peu joué. Alors il a été blessé, mais il n'a pas eu réellement l'opportunité de s'exprimer. Mais les rares fois où il a joué, c'était dans une défense à 3 et j'ai pas le souvenir réellement qu'il était eh bien, en difficulté. Bon, il a la faculté aussi d'être gaucher. Je pense que l'idée aussi derrière ce recrutement de notre cher et tendre Lucien Favre, c'était de préparer une succession. Maintenant, voilà, à voir. Euh, je pars du principe, moi, comme vous l'avez dit, messieurs, que c'est mérité sportivement. Et ce principe-là de mérite est important. Maintenant, il en a déjà parlé, ça a déjà été mentionné, le fait qu'il intègre le staff, peut-être à sa retraite. Bon, dans tous les cas, qu'il soit là en tant que joueur, en tant que capitaine, il y a fort à parier que les prochaines années se passeront avec Dante à l'OGC Nice, que ce soit dans le staff ou en tant que joueur. Messieurs, on reste en défense centrale, hein, puisque, eh bien, avant de parler du match, c'était le 100e match de JC Todibo. Alors, ça va vite. On se faisait un peu la réflexion avec Hugo. Boudaoui a fait 100 matchs récemment, mais je crois il est arrivé peut-être 2 ans plus tôt ou un an et Ouais. demi plus tôt. Bon, voilà, vous tirez votre conclusion par rapport à cette info. Mais JC Todibo, voilà, 100e match est arrivé lors du mercato hivernal 2020-2021 sous Adrian Urcea. Euh, Peut-être qu'on assiste au dernier match de Todibo, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, sans match, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de Todibo? Quelle trace il a pu laisser au club? Hugo, quel est ton avis sur le joueur avec l'OGC Nice? Ah bah, que du positif, hein. De toute façon, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord que déjà, le joueur a été excellent de son premier match à Monaco. On s'en souvient dans une saison compliquée, et dans un contexte compliqué, il était arrivé, il nous avait tout de suite impressionné par sa vitesse, par sa qualité technique, sa force dans les duels. Et c'est la régularité qu'il a réussi à trouver à l'OGC Nice parce que quand il est arrivé, on était, enfin beaucoup, moi y compris, on doutait, on pensait que c'était un mauvais choix parce que pour remettre dans le contexte, quand il arrive, l'OGC Nice va très mal et on en avait un petit peu marre de la politique de recrutement de Julien Fournier qui consistait à prendre toujours des jeunes à fort potentiel. Et sur ce mercato, il nous ramène Saliba et Todibo qui étaient deux jeunes mais qui jouaient pas beaucoup, qui étaient un peu en difficulté. Et on était un peu dans le doute. Et il a tout de suite, au bout de quelques semaines, levé tous les doutes. Et il s'est imposé comme un véritable patron.
d'abord avec Saliba, puis ensuite avec Dante. Donc un joueur exceptionnel et aussi un être humain, parce que ça compte aussi dans la tâche que des supporters ont avec un joueur, c'est l'être humain. Moi, c'est un joueur avec qui je suis super attaché pour son naturel, son lien avec les supporters. C'est quelqu'un qui se bat, qui a jamais, qui baisse jamais les bras, qui est toujours au niveau, qui est régulier. Et donc moi, j'espère, même si on pourrait en tirer une bonne somme, j'espère qu'il restera l'été prochain. Et je ne suis pas convaincu que lui-même ait forcément envie de partir, parce qu'il l'a déjà dit plusieurs fois. À Nice, il trouve une régularité, une stabilité qu'il a pas eu dans son début de carrière un peu chaotique. Et même si il peut prétendre à plus, je ne suis pas persuadé qu'il partira cet été, moi. Et je pense que même pour lui, pour continuer sur sa régularité et sur sa lancée, je ne suis pas certain que lui-même veuille partir. Obi-Wan Mm. par rapport à Todibo. Pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Le pilier et le parrain. Voilà. C'est franchement, pour moi, c'est le parrain dans l'équipe. C'est celui qui hausse la voix, c'est celui qui est le premier à défendre l'équipe quand ça chauffe, vis-à-vis des arbitres ou vis-à-vis des adversaires. C'est celui qui incarne le mieux les valeurs niçoises sur le terrain. Et cette année, pendant un temps, on n'en a pas vu beaucoup. Voilà, après, moi, je me pose quand même la question, c'est le déficit du gym, 60 millions d'euros, malgré tout. Et donc, j'espère qu'il va rester dans l'équipe l'année prochaine, mais je ne suis pas certain que l'intérêt financier du club soit qu'il reste. Donc, avec les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui sur la stabilité ou sur le devenir d'Ineos au sein de la tête de l'OGC Nice par rapport à l'achat de Manchester United, où je ne sais pas si c'est ficelé, enfin, je n'ai pas suivi les dernières annonces. Voilà, donc je pense qu'il y aura des intérêts supérieurs, malheureusement, qui risquent de dépasser l'intérêt sportif. Moi, ma volonté, c'est L'Europe, que Todibo. l'Europe Et puis déjà en plus, peut-être. là, là, c'est le gros gâchis. Le gros gâchis. On va Gros y gâchis. revenir. C'est un gros gâchis. Mais On va. ça, c'est que du sportif. Hmm. Mais en plus, les intérêts supérieurs qui font que peut-être que c'est déjà acté. Ouais, après, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de Todibo, de Thuram. Bon, Hugo a employé le terme, je trouve, qui est très important et qui nous manque énormément, c'est la régularité dans la performance. Et Todibo, ça a été un des joueurs qui, je trouve, dans les derniers recrutements, a apporté une satisfaction immédiate et constante. C'est-à-dire que oui, il était jeune. Lorsqu'il est arrivé, il est toujours jeune, mais il a su performer immédiatement. Et lorsqu'on fait le parallèle un peu avec la demi-saison qu'il fait avec Saliba, je le dis régulièrement ici, hein, mais Saliba faisait quelques boulettes. Mm. Todibo en faisait pas. Voilà. Donc après, Saliba est peut-être à un niveau actuel, même d'accomplissement, qui est plus haut que celui de Todibo, et il a même goûté à l'équipe de France. Mais quand même. Messieurs, le match, on va commencer peut-être voilà, chronologiquement par les compositions de départ, enfin plutôt la composition de l'OGC Nice. Pas vraiment de surprise. Todibo, justement, qui est de retour dans le 11. Maintien du 4-3-3. Buonani, une nouvelle fois aligné sur l'aile droite. Finalement, Obi-Wan, le choix des hommes, le choix du dispositif, on est sur une forme de continuité assez logique. Oui, oui, non, non, c'était le meilleur 11, je pense, qui pouvait être posé sur le terrain, compte tenu de l'effectif qui est disponible. Voilà, et, 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 et des choix tactiques qui ont fonctionné, parce que Rennes ne s'est quasiment jamais montré dangereux déjà au cours de la première mi-temps et quasiment aussi au cours de toute la deuxième mi-temps, hormis le tir de Bourigeaud et la tête sauvée au dernier moment par Lotomba. J'ai trouvé une équipe de Rennes extrêmement faible. Faible, voilà, je pèse mes mots. Et oui, oui, c'était les 11 meilleurs qui étaient sur le terrain. Hugo, justement, bon, la composition,
Il n'y a pas réellement de surprise, comme l'a dit Obi-Wan, mais que de regrets finalement, parce que tu sors d'un match où tu gagnes le Stade Rennais, tu dois être content, on l'est, hein, mais on se dit qu'avec le niveau affiché par Rennes, le fait qu'il soit comptablement encore à la course pour l'Europe, tu te dis mais qu'il y avait une place qui était immense et que eh bien on s'est sabordé tout seul de par déjà un début de saison qui a été catastrophique dans les résultats, dans le jeu, dans l'attitude, et aussi les dernières semaines aussi où on avait peut-être aussi la Coupe d'Europe en tête, où on perd des points bêtes, hein, à Nantes, à Angers, contre Lorient aussi à domicile, contre Auxerre. Enfin, je veux dire, on peut les ressortir ces matchs où on est passé, alors pas forcément à côté, mais où il nous a manqué quand même quelque chose. Comment on l'analyse un peu ce match Ouais, regret, je pense que c'est le terme, ou alors peut-être je suis un peu trop pessimiste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hugo? Ouais, moi, j'ai pas forcément de regrets parce que, comme tu l'as dit, à partir du moment où on fait la première partie de saison qu'on fait jusqu'à la Coupe du Monde, bah, tout est dit, quoi. On partait avec un retard incroyable et même après notre bonne série au mois de février, on n'a jamais été en position européenne. On a toujours été à 5-6 points. Donc, c'est pas comme si on pouvait vraiment avoir des regrets, même si on a raté notre mois de mars et notre mois d'avril. Pour moi, les regrets de cette saison, ils sont clairement sur la Conference League et le match contre Bâle. Là, pour moi, c'est des regrets. Et bien sûr, le début de saison et le mercato complètement raté, mais ça, c'est acté depuis longtemps. Donc sur ce match, moi, là où j'étais un peu déçu, c'était vraiment l'entame de match où je m'attendais à, comme ce qu'on avait fait contre 3, qu'on n'a plus rien à jouer, qu'on se lâche d'entrée, qu'on presse haut, qu'on commence vraiment fort. Et franchement, le début de match était vraiment très compliqué. Rennes, je peux l'entendre, parce qu'eux, ils ont quand même de l'enjeu, ils devaient gagner, ils sont encore dans une course, donc je peux comprendre qu'ils étaient un peu timorés. Mais moi, j'étais un peu déçu de l'entame un peu fébrile, un peu molle de l'équipe. Ensuite, heureusement, autour des vestiaires, ça a été un peu mieux, même si je trouve que j'ai du mal à me positionner sur le succès parce que on gagne, mais on marque sur aussi deux erreurs. Enfin, le deuxième, c'est une énorme erreur rennaise. Et le premier, c'est une superbe inspiration de Buonanni, mais qui n'est pas du tout cadré par la défense rennaise. Donc j'ai vraiment du mal à me positionner sur le succès, surtout qu'à la fin, on prend la réduction du score. Il y a quand même deux ou trois situations pour Rennes où on se dit qu'on va encore se faire reprendre. On a toujours, je trouve, autant de mal à gérer nos avantages. Et je me suis dit, quand j'ai vu l'action de Laborde et Thuram qui s'échangent des amabilités au lieu d'aller mettre le 3-0, et que dans la foulée, on prend la réduction du score, je me suis dit, on n'apprend jamais, quand on va encore se mettre en difficulté, alors que sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, dans l'impact physique, sur les occasions, on était au-dessus. Donc c'est un succès que j'ai du mal à analyser, parce que j'ai pas vu beaucoup mieux, plus réaliste, on va dire plus réaliste que face Ouais, à 3, où c'était vraiment le gros point noir. Mais dans le jeu, j'ai pas vu, on n'était pas voilà, Ouais, comme des fous sur la prestation de l'équipe ce soir. c'est surtout, ouais, tu, non, non. tu, tu l'as, tu l'as dit, Hugo, déjà une première mi-temps, je pense, des deux côtés, que ce soit Nice ou Rennes, un spectateur lambda qui se met devant le match, je pense qu'il a dû faire une syncope. C'est pas possible de proposer un match pareil. Et j'ai vu un tweet, je crois que c'était d'un supporter de Montpellier sur Twitter, qui disait on a deux des équipes top 5 ou top 6 en termes de budget qui nous proposent ce match samedi à 17h. Enfin, c'est honteux. C'est honteux. Alors, euh, Nice a peut-être plus de raisons de peut-être moins montrer que Rennes parce qu'il y a moins d'enjeux. Mais alors, le niveau global était abyssal. Et effectivement, cette deuxième mi-temps était peut-être un peu plus enlevée. Et tu rejoins exactement l'avis d'Alex qui parle d'efficacité. C'est vrai que lorsqu'on regarde le match de 3 où la victoire elle est totalement méritée au vu du nombre d'occasions, mais tu manques cruellement d'efficacité alors que là, sur ce match, tu as peut-être moins d'occasions, mais tu arrives à les mettre. Obi-Wan, par rapport à cette victoire, des regrets, comme on le disait un peu avant l'enregistrement, par rapport à l'issue de cette saison. Oui, des regrets, parce que quand tu vois comment on gère finalement ce match avec un rythme qui était quand même pas très 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 élevé par rapport au match qu'on a fait à Lens par exemple, ou Marseille, où là vraiment il y avait de l'intensité de la première et dernière minute, et là c'était vraiment un match poussif, et notamment la première mi-temps. Oui, beaucoup de regrets par rapport à la première partie de saison, Hugo l'a dit, par rapport à la gestion des mois de mars et avril, par rapport à l'intersaison de l'été dernier où on fait un recrutement catastrophique, par rapport à l'éviction de Favre, les joueurs qu'on lui a mis de la fin.
une année vraiment, enfin next, quoi. J'ai presque envie de dire next, parce que bon, on est là en plus, tu vois, on fait un cadeau aux Lyonnais, pas possible. Lyon qui est à 53 points, s'il gagne ce week-end, il sera à 56, ils rejoignent Rennes. Lille qui est en train de perdre à Reims actuellement. Voilà, donc on fait des gros cadeaux, on fait des petites courbettes à nos adversaires historiques. Et c'est très agaçant parce qu'on va faire une année blanche. Est-ce qu'on aura appris cette année pour vraiment poser les bases de quelque chose de très solide dès ce mercato-là? J'espère, avec le nouveau staff, avec Blanc, Ghisolfi, Bocquet. J'espère. Alors, on y reviendra parce que forcément, au plus la fin de saison se précise et au plus, on va dire, on se pose des questions sur on va dire la suite hein, pour l'OGC Nice, hein, en commençant par l'entraîneur. Autant on a une structure en interne qui est en train de se former depuis plusieurs mois, mais la question se pose et de savoir bon, qui sera le nouveau coach de l'OGC Nice. Mais pour en revenir sur ce match, déjà le score, je ne sais même pas si je l'ai dit, mais si vous êtes là, c'est que vous avez forcément vu le match. Victoire 2-1, but de Gaëtan Laborde, encore un but de Gaëtan Laborde contre son ancien club. Un deuxième but de Terem Moffi qui, je crois en Ligue 1, marque son premier but à domicile. Il avait marqué en Conference League contre Tiraspol, mais beaucoup plus adepte des buts à l'extérieur. Tout comme Habib Bamogo à l'époque. Hein. Je ne compare pas le niveau des deux, hein, mais bon, vous l'avez. Euh, J'espère. mais déjà, ce premier but de Laborde, il fait suite à un super ballon de Buonanni. Heureusement que le défenseur sur Buonanni n'était pas Melvin Barr parce qu'on aurait dit Melvin Barr n'a pas attaqué le centreur. Encore un problème de Melvin Barr. Mais bon, Buonanni a centré dans un fauteuil. Et puis Laborde d'une manière acrobatique en se jetant, en se taclant. Finalement, un but à la Laborde initié par un super ballon de Buonanni, Hugo. Ouais, c'est ça. Et moi, Badreddine Bonani, sur cette fin de saison, on n'a plus grand-chose à jouer. C'est vraiment le joueur qui me donne envie encore d'allumer ma télé, de regarder les matchs de Nice, parce que même si aujourd'hui c'est pas son meilleur match, je trouve que les Rennais l'ont bien pris. Il y avait souvent des prises à deux sur lui, Bellossian qui était très agressif. Et comme on sait que physiquement il n'est pas encore totalement étoffé, il a été un peu en difficulté. Mais malgré ça, il a vraiment beaucoup de qualité avec le ballon, les premières touches de balle, les premières prises de balle, la qualité technique de centre, de frappe. C'est vraiment beau à voir jouer à seulement 18 ans. Ça donne envie de voir comment il va réussir à évoluer sur les prochaines années parce qu'avoir déjà un tel niveau aussi jeune, je trouve ça assez impressionnant. Et lui, toutes les minutes qu'on lui donne, il les rentabilise vraiment. Et ça fait plaisir de voir des jeunes voilà, qui ont la bonne attitude, qui tentent, qui déstabilisent les défenses. En plus, c'est vraiment un profil qui, je trouve, manque à notre attaque, puisqu'à côté de Mofi et Laborde, qui sont plus des profils, c'est un peu péjoratif, mais on va dire besogneux, Mhm. des joueurs qui pèsent sur les défenses, qui Moins sont technique aussi. voilà, moins techniques, c'est ça, c'est la touche technique qui manque beaucoup à notre attaque dans les 20 derniers mètres. Et la voir, lui, c'est un vrai bonheur à voir. Et sur ce but, cette transversale, elle est magnifique. Il en a fait déjà, il avait déjà fait plusieurs centres comme ça contre 3 Mm. et qui avait été manqué par ses équipiers. À 3, il aurait dû sortir avec 3 passes décisives au moins, quoi. Donc là, ça fait plaisir de voir que la board à la réception a été très efficace. Et la board, ouais, comme tu l'as dit, un match à la board, toujours la bonne attitude, toujours combatif, l'abnégation, le pressing. Et de plus en plus, ce qui lui manquait en première partie de saison, l'efficacité. Là, sur les derniers matchs, notamment à domicile, il me semble qu'il n'y a que le match contre Paris qui ne démarre pas où il marque. Donc, ouais, il me semble 4 des 5 derniers matchs à domicile, il marque. Donc c'est vraiment très positif aussi. Et voilà pour ce premier but. Laborde qui cette semaine a été élu Aiglon du mois d'avril, hein. C'est la deuxième fois qui remporte ce trophée lié au club. Bon, il y avait ce questionnement, cette opposition forcément entre lui et Amine Gouiri, voilà, par rapport à cette rencontre. Obi-Wan, par rapport voilà, au but déjà, et la mise en perspective de la saison de Gaëtan Laborde, qui effectivement n'a pas du tout été en réussite sur les premiers mois de compétition, mais qui termine la saison à fond la caisse.
Oh, mais, même quand il est pas bon, tu peux pas le jeter aux orties, ce joueur, parce que il se met minable sur le terrain tout le temps. Il est rarement pas bon, en plus. Contre balle, par exemple, c'est un des joueurs dont j'ai eu le plus grand respect parce que de la première à la dernière minute, jusqu'au moment où il est sorti, il était à fond et il a vraiment bougé, cette équipe de balle. Et il fait évidemment pour moi partie, c'est un des joueurs majeurs qui doit faire partie du projet. Euh, c'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un joueur qui correspond là encore à la mentalité qu'il doit y avoir dans cette équipe. Et il a été très très bon aujourd'hui encore. Il a eu peu d'occasions. Il en a mangé une ou deux, je pense. Il a été mal servi une fois en profondeur par Mofi, parce que sinon ça peut faire but en première mi-temps, je crois, quand Mofi fait une ouverture au point de corner. Et le ballon de Buonanni, c'est une perle. Et cette façon dont on reprend la balle, la board, poteau opposé, bah, ça vaut pas le but de Bourigeaud en termes esthétiques, mais en termes de qualité de football et de qualité technique, aller mettre ce ballon là où il faut, doucement, derrière le poteau, franchement, chapeau. Chapeau, parce qu'il nous a permis de faire une deuxième belle mi-temps. Surtout, alors c'est passé comme une lettre à la poste, hein, mais on va dire l'introduction de Buonanni dans le 11 a décalé la board d'un autre côté. C'est-à-dire que, bon, alors, il a les deux pieds, alors plus à l'aise du pied gauche, je pense qu'il est gaucher naturel, mais enfin, il s'adapte d'une facilité aux deux côtés qui rend, je pense, ses prestations encore plus intéressantes et encore plus respectables. Donc chapeau Laborde. Moi, j'avais vu aussi un truc sur Twitter par rapport à Laborde et je pense que c'est très vrai. Il y a 20 ans, si on était encore au Ré, je pense que Laborde aurait déjà eu un chant à son nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il incarne effectivement peut-être une autre époque. Alors je ne vais pas dire historiquement le jeu de l'OGC Nice parce qu'on va me tomber dessus, les anciens vont me tomber dessus en disant que non, l'OGC Nice de base c'est le beau jeu, etc. Mais l'OGC Nice d'il y a 20 ans, c'est un OGC Nice, voilà, Grinta, il y avait tout, quoi. Bah ouais. Le match se jouait dans le couloir et un mec comme Laborde, ben, il incarne aussi ce type de joueur-là. Ouais. Ouais, bah, c'est clair. Et ça fait plaisir aussi qu'il ait réussi à retourner la situation vis-à-vis de, entre guillemets, l'opinion publique. Mm. Parce que même, je m'inclus dedans, mais j'avais vraiment beaucoup de mal avec ce qu'il proposait en début de saison, même s'il n'était pas aidé par le marasme autour de lui. C'était dur. Il arrivait un peu à la pire période au club pour tirer son épingle du jeu. Mais comme tu l'as dit, son attitude, c'est remarquable. C'est pas tous les joueurs qui accepteraient d'être trimballés comme ça d'un match à l'autre, un peu à droite, à gauche, en pointe, et d'avoir toujours le même rendement. Donc c'est vraiment à saluer, et en espérant que ça continue. Ouais, tu fais Et bien de puis, ouais. combien de buts il aurait s'il avait mis la moitié des poteaux dans le but, quoi. 20, au moins Parce que 20. je sais plus combien de poteaux il a mis. Je crois qu'il est, Enfin, franchement, est, il fait une belle saison. il est rendu peut-être à 7-8 poteaux, hein, toutes compétitions 7-8 poteaux, confondues. oui. Ouais, ouais, je crois que c'est quelque chose d'assez hallucinant. Donc, si tu comptes ces poteaux-là, alors bien sûr, ça reste des poteaux, mais s'il a peut-être cette réussite qu'il a actuellement, eh bien, ouais, il termine à peut-être 20 buts, toutes compétitions confondues, ce qui est très, très positif. Euh, D'une belle saison, ça aurait pu être une très grande saison pour lui, à titre perso. Et sûrement que, du coup, les résultats de début de saison auraient été un petit peu différents. Mais non, non, mais pour toutes ces raisons-là, vraiment, c'est un beau joueur. hmm. Vraiment, c'est un beau joueur. On termine par la ligne d'attaque. On a parlé de Buonanni, on a parlé de Laborde, on va parler de Terem Moffi. Alors, Terem Moffi a marqué son 8e but sous les couleurs d'OGC Nice, 5e en championnat, donc 3 en Conference League en 16 matchs. Ce qui fait, d'après mes calculs, eh bien, un but tous les deux matchs. C'était compliqué. Euh, à titre personnel, je vais commencer. J'ai beaucoup aimé son match. Parce que effectivement il sortait d'une prestation compliquée à 3 où il avait raté un nombre incalculable d'occasions. Donc il était peut-être un peu dans le creux. On reprochait depuis son arrivée à l'OGC Nice
son manque d'impact dans le jeu, dans les petits espaces, dans le fait d'être utilisé dans offensivement, dans les mouvements, etc. Alors, j'ai pas les stats, je sais pas exactement combien de ballons il a touché. Je pense qu'il en a touché plus que d'habitude. Bertigno va peut-être nous sortir quelque chose d'ici peu, mais je pense qu'il en a touché plus. Et je l'ai trouvé très intéressant dans son jeu de remise, dans son utilisation du ballon, où il a été beaucoup plus efficient dans sa manière de porter le ballon, dans son décalage, dans son efficacité aussi, voilà, dans les passes, dans les dribbles, etc. Donc ça, c'est un match de Mofi que j'apprécie parce qu'il a des qualités énormes. Je pense qu'il a une marge de progression qui est encore très importante. Est-ce que je m'emballe, Hugo? Qu'as-tu pensé de son match? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait du mieux par rapport à ses dernières prestations ou? Ouais, moi, je serais pas aussi dithyrambique dans le sens où là, c'était la configuration de match qu'il aime bien, c'est-à-dire une équipe de Rennes qui jouait assez haut, et donc il libérait quand même pas mal d'espace dans le dos. Bah, à l'image du deuxième but où il peut prendre la profondeur comme il veut, il y a eu quelques autres situations où il a pu faire valoir sa puissance dans les espaces derrière le dos de la défense rennaise. Donc je serais pas aussi dithyrambique, même si moi je trouve que dans l'attitude, il est toujours comme Laborde, à l'image de Laborde, il est toujours parfait, Mofi. Dans tous les cas, même si parfois il est un peu moins efficace, il donnera toujours tout et il pèsera toujours sur les défenses adverses. Mais là, on était vraiment dans la configuration du match qu'il aime bien. C'est pas un hasard si c'est un des joueurs qui marque le plus contre les gros du championnat. C'était déjà le cas à Lorient. C'est encore le cas à Nice. Il marque contre Rennes, contre Monaco notamment. Donc c'est pas un hasard pour moi s'il marque sur ce match-là. Pour moi, la marge de progression, là on pourra dire qu'il a vraiment progressé, c'est dans un match par exemple comme contre 3, où les espaces sont plus réduits, où il doit faire mieux techniquement, il doit faire mieux dans son jeu de haut but. Et donc le match à Strasbourg la semaine prochaine, équipe de Fred Antonetti, ce sera le parfait pour voir si effectivement il y a du progrès dans cette configuration de match-là. Mais très bon match de sa part dans la configuration qu'il aime bien. Obi-Wan? Ouais, alors moi je suis comme Hugo, je suis pas tout à fait convaincu aujourd'hui des prestations de Moufi en général. Bon, il a sa décharge, ben, il est jeune, hein, il a 23 ans. Moi, il me fait quand même beaucoup penser par certains côtés, alors pas, avec pas du tout la même allure, il me fait quand même beaucoup penser à Pléa, quoi. Beaucoup de déchets, beaucoup d'énergie, il se dépense énormément sur le terrain. On voit qu'il a beaucoup de volonté, que c'est un mec il va au combat, quoi. Il a un super état d'esprit, etc. Mais quel déchet technique. Donc effectivement, il a touché plus de ballons, mais combien de déchets techniques, combien de mauvais passes encore aujourd'hui. Alors à 3, c'était flagrant parce que c'était des occasions de but où il a mangé la feuille de match. Là, c'était plus subtil parce que c'est des passes en profondeur, c'est des contrôles, c'est des crochets mal réalisés, etc. Moi, je demande à voir quand même, hein, au prix où ce joueur a été payé. Alors, je pense qu'il a une grosse marge de progression. Donc, effectivement, c'est lui il doit faire partie du projet d'avenir. Mais je trouve quand même, aujourd'hui, c'est créé clairement une occasion, hein, c'est l'occasion de but. Et encore, elle lui est donnée par Théâtre. Hein. Hmm. Il n'y a pas de tir au but, il n'y a pas de tête, il ne prend pas un ballon sur les corners. Enfin, c'est compliqué quand même. Je trouve que là, pour le coup, Laborde est beaucoup plus présent, quoi. Sur un match, même quand il n'est pas bon, Laborde, il est capable de se créer beaucoup plus d'occasions que ça, quoi. Hmm. Et bon, à voir. À voir. Alors peut-être cette fin de saison aussi, il a peut-être un peu des parpaings à la place des crampons, parce que c'est quand il n'y a plus grand-chose à jouer, c'est compliqué de motiver un joueur, mais est-ce que c'est vraiment le grand attaquant, si je reprends l'expression marseillaise, est-ce que c'est le grand attaquant que le gym attend? J'espère. Après, il y a J'espère. aussi le fait que dans le football moderne, aujourd'hui, on attend beaucoup plus d'un attaquant que ce qu'on en attendait il y a 10, 15 ans. C'est-à-dire que Bien si il sûr. y a 10, 15 ans, on prenait la feuille de stade de Mofi, un but tous les deux matchs, Sérieux? Enfin. c'est très bon. Ah, mais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu payes un attaquant 30 millions, le rôle de numéro 9 aujourd'hui, il est très compliqué. Il est ingrat. Il faut être capable de décrocher, être bon techniquement, mais aussi être capable d'être présent dans la surface. Donc c'est sûr qu'il y a ce prisme-là aussi du foot actuel qui fait que on peut être un peu sévère avec Mofi. Moi, j'ai quand même pas envie de l'être parce que qu'on voit ce qu'on avait entre guillemets en début de saison et les difficultés.
à avoir des attaquants présents dans la surface et capables de marquer. Il nous a fait quand même beaucoup de bien sur la deuxième partie de saison, mais c'est clair que sur le prix auquel on l'a payé, on le savait déjà à l'époque que c'était un peu surpayé, mais on attend plus dans la surface et dans ses qualités techniques qui sont c'est des défauts qu'on connaissait et qui peut encore largement progresser puisque comme ça a été dit, il est encore très jeune. Enfin très jeune, il est encore jeune, il peut encore progresser. Est-ce que ça passera par un nouveau coach ou pas? Peut-être. Mais en tout cas, moi je reste confiant en tout cas pour Mofi. Après, il y a un autre joueur qui a préféré partir et jouer le maintien dans une équipe jaune et verte, hein. Donc, bon, après, c'est le lot de chaque destin, hein. Mais bon. Et c'est vrai que une personne qui regarde pas les matchs de l'OGC Nice et qui voit la feuille de stats, il se dit waouh, l'intégration super rapide, etc., etc. Mais on oublie qu'il est arrivé il y a même pas 6 mois, quoi. Enfin, je veux dire, moi je trouve que le problème, il va au-delà de ça, c'est la culture de l'instant. C'est-à-dire qu'on juge effectivement de ce qu'on voit, et de ce qu'on voit, il y a un manque effectivement, il y a du déchet technique, c'est évident. Techniquement, je pense qu'il peut mieux faire. Le jeu de tête, par rapport à sa carcasse, il fait 1m90, il fait, je pense, 85-90 kg. Le type, c'est une armoire. Il doit prendre plus des ballons de la tête. Mais il a cette faculté, je trouve, dans le foot moderne, parce qu'on y revient. Il a les qualités qui peuvent s'exprimer dans le foot moderne. Enfin, là, j'extrapole un peu, mais dans le style, c'est un peu Haaland, tu vois, genre très rapide, très vif, gros pressing, euh, qui progresse aussi techniquement parce qu'il est encore très jeune. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Haaland égale Mofi, mais dans les, dans les capacités qu'il montre, je trouve qu'il y a des ressemblances et on oublie qu'ils sont tous les deux très jeunes. D'ailleurs, Haaland plus jeune que Mofi, c'est flippant. Alors, il y a Alex qui nous parle par rapport à Mofi, pour clôturer sur Mofi, du système tactique. C'est vrai qu'à Lorient, il avait l'habitude aussi de jouer avec un autre joueur à ses côtés. Est-ce que vous pensez, alors sans rentrer dans une analyse tactique, est-ce que Hugo, tu penses que ça peut jouer aussi peut-être de l'aligner avec un joueur plus proche de lui? Ouais, je suis pas forcément convaincu parce que, comme on l'a dit, c'est pas un joueur qui aime combiner dans les petits espaces avec un joueur proche de lui. C'est pas vraiment le profil. Moi, je pense qu'il peut très bien tenir la pointe d'un 4-3-3, surtout que dans le 4-3-3 de Didier Digard, Hmm. Laborde n'est pas vraiment un ailier pur. Il est souvent quand même très proche et rentre souvent dans l'axe. Non, je suis pas convaincu qu'il fasse vraiment un joueur à côté de lui. Je pense que c'est vraiment aussi une question de comment on veut jouer. Est-ce qu'on veut jouer en transition dans un système qui pourrait parfaitement lui convenir, comme ce qu'on avait montré au mois de février avec un bloc plutôt bas puis des transitions très rapides, ou est-ce qu'on veut un football de possession avec une équipe qui joue haut, des attaquants qui combinent? C'est aussi savoir est-ce qu'on adapte notre système autour de lui ou est-ce qu'on lui demande à lui de s'adapter? C'est Mm. des considérations tactiques qu'il faut résoudre. Après, jouer bloc bas, il faut être solide défensivement. Parce qu'on était quand même au mois Chose de qu'on n'est février. plus trop, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Obi-Wan, quelque chose à rajouter sur, sur, Oui, sur Mofi? c'est ce que j'allais dire, c'est un choix de jeu. Donc, effectivement, on est plus friable défensivement parce qu'on est plus porté vers l'avant et ça correspond aussi à l'arrivée de Mofi et aux combinaisons tactiques devant. C'est-à-dire qu'on prend le jeu à notre compte. Premier match de Digard, 6-1 contre Montpellier, ben, ça a dénoté, hein, par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Donc, voilà, il y a eu une prise de risque volontariste. Et moi, je pense que c'est plutôt bien parce qu'on a vu quand même des beaux matchs. Lens, on voit un beau match contre Lille, même si c'était difficile en première mi-temps, on fait aussi un beau match. À Marseille, n'en parlons pas. Enfin, il y a eu quand même quelques belles séries, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les jeter. Mais effectivement, devant des équipes qui jouaient haut. Et à partir du moment où on a fait des grosses séries, ben, les équipes nous ont attendus du coup et nous ont attendus bloc bas et se sont rendus compte qu'ils faisaient des résultats, quoi. Donc Hmm. c'est ce problème-là qu'il faut régler. Ouais. Voilà, alors bon, moi je suis pas technicien, je sais pas, mais effectivement ce que relève Hugo est très très intéressant. C'est-à-dire c'est le choix de jeu, c'est qu'est-ce qu'on décide, comment on décide de jouer avec les joueurs qui sont à notre disposition et comment on fait pour aspirer des joueurs pour pouvoir leur permettre aux nôtres de partir de loin comme Mofi par exemple. J'attends de voir avec un Sofiane Diop derrière Mofi. J'attends de voir. Non pas dans un rôle à deux pointes, mais un peu.
le rôle de Diop qu'il avait eu à Lens, où Diop était beaucoup plus axial, puisque peut-être que Digard s'est rendu compte que Diop eh bien, n'était pas un joueur de côté, hein. Il a fallu quand même un certain temps pour s'en rendre compte. Euh, ça réclame une analyse sur le match de Kefren Turam. Ça tombe bien, on va passer au milieu de terrain. Bon, on va commencer par le positif. Hichem Boudaoui. Voilà. Hichem Boudaoui. Et Hichem Boudaoui, encore une fois, quel joueur. Quel joueur, encore une fois, Prime qui glisse le petit, heureusement qu'il state pas trop, etc., pour qu'il passe, on va dire, entre les mailles du filet. Hugo, ton regard sur le match de Boudaoui. Ah, toujours magnifique, hein. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allumais la télé pour voir Buonanni, mais aussi pour Boudaoui, parce que c'est quand même toujours un plaisir de le voir dans nos sorties de balles, qui n'a pas peur de prendre des risques. On l'a vu sur l'action en première mi-temps où on ressort très court après un ballon que le Tomba a un peu cafouillé. Ça passe par Boudaoui, ça ressort avec Todibo. Enfin, c'était superbe. Et toujours les mêmes qualités, hein, le volume de jeu, capacité de récupérer les ballons, projection, importance dans les sorties de balles, intelligence de jeu. Enfin, c'est toujours un plaisir à voir et un vrai plaisir depuis qu'on l'a enfin repositionné à ce poste de sentinelle et qu'on a arrêté de gâcher ses qualités en le faisant jouer sur un côté. Donc un vrai plaisir et en plus il trouve une régularité vis-à-vis de ses blessures. Ça fait un petit moment, il me semble qu'il n'a pas été blessé. Donc c'est que du positif encore ce soir pour Boudaoui. Repositionné en numéro 6, c'est aussi, on va dire, le travail de restructuration, ou plutôt de structuration fait par Digard. On a des garanties dans ce dispositif-là, dans ce 11-là. Boudaoui, numéro 6, en fait partie, Obi-Wan. Encore une partition très solide. Défensivement, intelligence de placement, comme tu le disais, Hugo, et puis la première rampe de lancement en fait, de ton milieu de terrain. Sacrée prestation, encore une fois, de Boudaoui. Ouais, mais il m'étonne, hein. Moi, c'est un joueur que j'ai eu beaucoup de mal à bien évaluer parce que je le trouvais toujours, enfin, voilà, pas forcément complet. Je dois reconnaître que là aujourd'hui, il a fait un match incroyable. Euh, il court plus que les autres, il est plus présent que les autres. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Voilà, et c'est un joueur que tu vois jamais. Je crois que c'est Youssouf qui a dit ça en disant que son joueur préféré c'était Boudaoui et tu as l'impression qu'il est nulle part et en fait il est partout et tu le vois jamais. Il est tellement propre, il fait un travail tellement que personne ne fait en fait dans une équipe de porteur d'eau, de ratisseur, il est toujours sur les joueurs à les harceler. Il fait très très peu de fautes aussi, c'est à noter. Non, c'est un joueur atypique à ce poste-là. Un C'est- joueur atypique, je trouve. Et puis, Et, et, euh, ouais. et du coup, il en étonne ses adversaires. Parce que, effectivement, ça lui permet de faire des sorties de balle quand même assez incroyables. Parce que je pense voilà, il en étonne même ses adversaires. Donc, effectivement, c'est un joueur qui, au final, arrive à me séduire quand même. Il faut absolument compter sur lui. Déjà, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est surprenant. Physiquement, il a le physique d'un coureur de fond, en fait, hein, Hmm. assez fin, mais il y a que du muscle. Euh, euh, Ça me fait penser, je suis sur vraiment son bouquin, hein, j'en ai parlé aussi la semaine dernière dans une émission, sur le bouquin de Puel, qui parlait en fait justement de son équipe de 15-16 avec son milieu de terrain, Seri, Mendy, Cosiello, justement, où il était dans ce principe-là de fuir les duels par ta qualité de placement, par ta qualité de passe, etc. Je pense que Boudaoui, en fait, c'est, on va dire, ta garantie technique, ta garantie en termes de performance aussi. Et effectivement, s'il arrive à être débarrassé et à enchaîner des saisons à 35-40 matchs, mais encore une fois, quelle performance. Et pardonne-moi d'avoir douté de toi, Hicham. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, Jordan aussi. Vraiment, j'ai pas été tendre, vraiment. Mais finalement, bah, voilà, hein,
S'il faut bien flinguer deux trois joueurs pour qu'ils fassent des saisons de dingue derrière, moi ça me pose aucun problème, hein. Bilal Brahimi, tu n'es pas très bon. Voilà. Non, non, c'était la petite vanne. Bon, Boudaoui a rayonné, mais effectivement, on en a parlé un peu avant l'émission. Il y avait deux autres milieux de terrain, dont un qui a cristallisé, et je les comprends. Les supporters qui étaient au stade ou devant leur télé, le match de Kefren Turam. Comment parler du match de Kefren Turam alors que finalement, on a trop peu vu Thuram. Il s'est caché. Voilà, donc l'idée, c'est pas de le dézinguer, hein, mais d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Hugo, déjà, ton ressenti par rapport à sa prestation et peut-être de son compère aussi au milieu de terrain, qui aussi, Ramsey, a peut-être aussi été en difficulté, ou du moins peut-être tire un peu la langue physiquement. Ouais, moi, j'étais un peu déçu du match de Thuram parce qu'à l'image de Mofi, on sait que c'est un joueur qui aime bien quand il y a des espaces, quand il peut prendre la profondeur, faire ses chevauchées, prendre le ballon, remonter le terrain. Et là, j'ai pas souvenir d'une action particulière où je l'ai vu faire ça. Alors que d'habitude, ce genre quand même de grosse affiche contre un gros club, là où il y a des espaces, c'est là où il est le meilleur. Comparé par exemple à une affiche contre 3 où quand il n'y a pas d'espace, on sait que c'est toujours un peu compliqué avec sa qualité de passe qui n'est pas son point fort. Mais là, ce soir, c'était un peu un match pour lui. Et j'étais un peu déçu de ne pas le voir. Et j'étais aussi un peu déçu par rapport à cette première mi-temps où, bah, à l'image de l'équipe, il a pas proposé de solution. Il est pas venu chercher les ballons. Il n'a pas tenté. Donc, c'est pas que de sa faute, hein, c'était un problème collectif en première mi-temps. Mais c'est sûr que avec son standing, avec bah, ce dont on sait qu'il est capable de faire dans ce type de match-là, j'étais un peu déçu. Comme j'étais déçu de la prestation d'Aaron Ramsey, que je trouve de moins en moins impactant techniquement, qui résiste pas de moins en moins physiquement également. Sur le débat de sa prolongation qui commence à être amorcé, j'ai un peu de mal à être positif là-dessus parce que je pense que physiquement, ça il n'ira forcément pas en s'améliorant et à voir si c'est viable de continuer avec Ramsey en tant que titulaire la saison prochaine. Obi-Wan, quel est ton ressenti par rapport aux deux prestations de Thuram et Ramsey, et sur le sujet abordé par Hugo autour de la prolongation, pardon, de Ramsey? Bah, moi, oui, je suis assez partagé. Ramsey, c'est un très très beau joueur. Techniquement, balle au pied, c'est assez impressionnant. Je ne l'avais jamais vu jouer. La seule fois que j'ai vu jouer, c'est à Nice contre Bâle. Et franchement, c'est un beau joueur. Maintenant, est-ce qu'on peut compter sur lui sur une saison dans un projet qu'on veut ambitieux, un joueur qui est absolument pas décisif, faut quand même le rappeler, hein, parce que je crois qu'il a marqué un but. Il est quoi, peut-être deux, trois passes décisives de toute l'année. Moi, je suis très très partagé, très partagé. Voilà. Je pense qu'on doit avoir mieux à ce poste-là. Donc, il fait des appels du pied, effectivement, pour prolonger. Il laisse la porte ouverte à une prolongation et au maintien de Ligard. J'espère qu'il y aura autre chose que la politique qui rentrera en ligne de compte dans le choix des équipiers pour l'année prochaine, parce que pour moi, il est pas au-dessus, quoi. International gallois, belle carrière, Arsenal, tout ce qu'on veut, ok, mais il est pas au-dessus. Et donc, je continue avec la prestation de Thuram, que je n'ai pas trouvé si mauvais que ça. Alors, j'y vois deux choses. J'y vois deux choses. Thuram, par rapport au côté droit, on a un côté droit, Buonani, Lotomba, qui peut pas mal marcher par moment. Ça n'a pas trop, trop bien tourné aujourd'hui, mais voilà. Bon, du côté de Thuram, il y a Barre, quoi. Et Barre, on connaît son potentiel offensif extraordinaire et sa capacité de centre stratosphérique. Bon, voilà, donc il est tout seul, Thuram. Et quand d'ailleurs les actions où il éclate, c'est longue chevauchée tout seul quand il a besoin de personne. Donc moi, je pense qu'il est un peu seul. Euh, et, euh, et faire toute une saison comme ça, ben, je pense il est un petit peu usé, le garçon. Voilà. Parce qu'il a été quand même au-dessus du lot la plupart des matchs qu'on a fait, et même quand ça allait pas trop bien en début de saison. Donc non, je suis partagé. J'ai pas trouvé qu'il a été mauvais.
J'ai trouvé par contre qu'il avait pas bien été épaulé sur le côté avec Barr. Barr qui a fait quand même un match défensivement plutôt très très solide. Franchement, là, il faut au moins le reconnaître. Bon, offensivement, c'est toujours la cata, hein, c'est clair. Et donc, je pense que même Thuram, il a abandonné l'idée de pouvoir attaquer à deux avec lui sur le côté gauche, quoi, c'est clair. Donc, ouais, voilà. Et dernier élément, ben, quand même, sur les milieux de terrain, je ne me souviens pas qu'on ait fait beaucoup de matchs sur les 3-4 derniers mois où on a été dominé au milieu de terrain. On s'est fait bouffer, quoi. Peut-être, peut-être que c'est le match aller à Rennes, justement, qui était un des derniers Hmm. matchs sous Favre de mémoire, Ouais. où on s'est fait manger de la première à la dernière minute, où c'était vraiment le match où j'ai trouvé qu'on était complètement à la rue. Mais depuis, on ne s'est Lorient à pas vraiment. domicile, peut-être, de mémoire. Lorient à Lorient, domicile, ils nous mettent un petit bouillon au milieu de terrain. Lorient à domicile, mais tu vois, j'allais justement venir, tu vois, un garçon, Hmm. moi que je verrais bien à la place de Ramsey l'année prochaine, c'est leur 10, là, Le fait, la fait, Tout à comment il fait. s'appelle? Le fait. Et voilà, ce garçon-là, ouais, ouais, un petit dynamiteur comme ça, le rôle que devait jouer Alexis Claude Maurice sur les dernières années, il a très très bien fait, mais sur le banc de touche ou à l'infirmerie. Le rôle que pourrait jouer Sofiane Diop, je pense, Complètement. s'il revient et plus en jouant derrière l'attaquant que sur un côté, parce que pour moi, c'est pas un élite débordement, clairement. Voilà, donc, ouais, Thuram, circonstance atténuante, Ramsey, merci, au revoir pour ce que tu as fait, et puis trouvons autre chose. Alors effectivement, par rapport à Thuram, je vous rejoins, enfin je te rejoins Obi-Wan sur le fait que lorsque Diop était là et qu'il était aligné sur, on va dire, ce côté, on va dire, euh, une sorte d'ailier, un peu de meneur de jeu excentré, il y avait de la connexion et le couloir gauche fonctionnait un peu mieux, même si c'est vrai que autant Melvin Barr que Joe Bryan en début de saison, c'était assez compliqué. Maintenant, il y a quelque chose moi qui me gêne un peu lorsqu'on parle de Kefren Turam, c'est on définit sa performance au nombre de chevauchés. Voilà. Si le mec arrive à faire une chevauchée, il arrive à être percutant, ah ben voilà, il nous a fait du Thuram. Mais en fait, c'est comme le débat qu'on a eu sur Mofi. Il faut qu'il arrive à avoir une palette beaucoup plus complète du milieu de terrain. Mm. Là, cette année, il est beaucoup plus passeur, je crois, de mémoire, que l'année dernière. L'année dernière, il avait plus marqué, parce que peut-être que le profil aussi de jeu et de style de jeu de Galtier correspondait un peu plus à ses qualités, d'être porté vers l'avant. Et aussi, bah, c'est un joueur qui est offensif, en fait. Donc, bon, je sais pas. Moi, quand j'entends ou quand je lis des choses comme on va perdre un leader, on va perdre un cadre en la personne de Kefren Turam, ça me laisse un peu sceptique. C'est un joueur qu'on a su développer, qui a signé professionnel chez nous, à qui il reste un potentiel à aller chercher. Je considère qu'il a un profil assez atypique. Maintenant, voilà, est-ce qu'il ira chercher ce potentiel chez nous? Est-ce qu'il a atteint un plafond de verre? Hugo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour lui, le challenge, ce serait peut-être plus intéressant d'aller chercher ailleurs? Est-ce que il faut aller chercher encore plus une saison supplémentaire? Parce que, on le rappelle, mais cette saison, ça devait être la saison de confirmation pour Kefren Turam. C'est sa quatrième Ouais, saison, c'est normalement la saison de confirmation. Est-ce qu'on a assisté à une saison de confirmation pour les circonstances qu'on connaît? Il n'a pas été aidé, certes, mais bon, moi je me pose la question. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, déjà, en circonstances atténuantes, on peut aussi rajouter le fait que sur la période Lucien Favre, il jouait très souvent dans un double pivot, du 3-4-3 ou du 4-4-2, ce qui, lui, je trouve, lui correspondait pas vraiment. Enfin, ça allait pas trop avec son style. Et à partir du moment où il était plus haut dans ce 4-3-3, c'était déjà beaucoup mieux. Et ensuite, sur la situation de Thuram, moi, je suis assez partagé parce que bien sûr, j'aimerais bien le voir rester, hein. C'est un joueur à qui on s'est attaché, qui reste, quoi qu'on en dise, un de nos meilleurs joueurs. Mais après, je pense qu'on est aussi sur une fin de cycle. C'est-à-dire il a débuté en pro à Nice et il a connu beaucoup de choses avec Nice. Et je trouve que cette saison, comme tu l'as dit, on attendait à ce qu'il confirme. Je trouve qu'il a un peu stagné. Hmm. On s'attendait à mieux cette saison. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, financièrement, il vient d'être appelé en équipe de France. C'est peut-être le moment vraiment d'en tirer vraiment le prix maximum. Parce que je trouve que, comme tu as dit, c'est un joueur qui, même si c'est un de nos meilleurs joueurs,
quand même encore beaucoup de défauts, techniquement, balle au pied, et aussi dans la régularité. On en parlait avec Todibo tout à l'heure. Thuram, c'est pas un joueur qui est encore régulier tous les week-ends au même niveau de performance. Donc là-dessus, j'ai peur que si on continue encore une saison avec lui, ça nous fasse un peu l'effet qu'on a déjà eu plusieurs fois, l'effet Attal, par exemple, ou peut-être aussi qu'il a besoin d'entendre un nouveau discours, de changer d'environnement. On sait que par exemple, il y a des championnats comme la Bundesliga qui semblent, où il avait failli aller à Francfort, c'était à Francfort, il me semble, il y a 2 ans, L'été dernier. où je pense que c'était parfait pour lui. Enfin, c'est parfait pour lui en termes de style de jeu. Donc je pense que pour les deux parties, pour Nice financièrement, pour Thuram, pour l'évolution de sa carrière, ça me semble quand même le bon moment cet été pour s'en séparer, même si évidemment on ne crachera pas s'il reste à Nice, c'est une évidence. Concrètement, aujourd'hui, il reste un mois de compétition. Quelles sont les garanties qu'on a autant dans les joueurs que dans, on va dire, les automatismes? Aujourd'hui, quelles sont les garanties, Obi-Wan? Moi, je vais t'en donner une de garantie. Le couloir droit. Tu en as parlé tout à Mm. l'heure. Buonani Lotomba, c'est une garantie. Est-ce que tu en vois d'autres? Et quels sont on va dire, les axes de progrès immenses, les chantiers immenses qu'il y a à l'OGC Nice pour cet été? Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus de chantiers que de garanties. Le problème, il est là, quoi. Moi, je vois bon, la charnière centrale, avec le questionnement de Dante, on en a déjà parlé. Charnière centrale, c'est une garantie. Le couloir droit, c'est une garantie. Après, tu as des individualités qu'il faut, à mon avis, conserver. On les a évoqués, notamment Laborde, notamment Boudaoui, bon, Youssouf, bien entendu, qui vient d'arriver. Je pense qu'il a manqué aussi sur les derniers matchs. Pour moi, le gardien, c'est un chantier. Donc, c'est pas une garantie aujourd'hui. Dans le trident du milieu de terrain, ben, il manque au moins un, voire deux. Alors moi, je garderai encore Thuram. Je ne sais pas s'il restera, mais je le garderai encore une année de plus. Mais je suis assez partagé aussi. Mais en tout cas, au milieu de terrain, il y a un chantier. Et puis devant, merci à Brahimi pour ses 2 coups de patte fabuleux contre le Real d'Ajaccio, mais pour moi, c'est pas le niveau Ligue 1 et ça peut pas faire partie du projet. Donc, il y a des chantiers sur les côtés. Il y a un deuxième neuf à trouver dans un autre style pour épauler Mofi. Et puis, il y a des repositionnements tactiques, Diop, etc. etc. On les a évoqués tout à l'heure. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus de chantiers que de certitudes. Beaucoup plus. Hugo, tu partages cet avis. Finalement, l'OGC Nice est en chantier depuis quelques années maintenant. C'est indiscutable, hein, on le savait de toute façon avec le mercato qu'on a fait l'année dernière. On va le payer pendant encore un long moment et c'est bon courage à Florent Ghisolfi pour s'en sortir parce que au-delà de ce qu'on a dit sur les garanties ou quoi, il va y avoir aussi un nombre de retours de prêts Ah ouais. incroyable, hein, les Stengs, Claude Maurice, Evan Guessant, Dolberg, Dolberg. Delors peut-être sinon en Ligue 2. Il va y avoir plein de cas très compliqués à gérer. Le club financièrement a une masse salariale qui s'est envolée, a un déficit à combler. Donc ça va être très compliqué à gérer cet été au niveau de l'effectif. Il y a très peu de certitudes, hein. Il y a une certitude, on l'a dit Todibo, mais c'est une certitude qui n'en est pas une, puisqu'on ne sait pas s'il va partir ou pas. Il y a Boudaoui qui a prolongé, normalement, ça ne devrait pas bouger vu qu'il monte en puissance. Et puis tu as les joueurs qu'on a pris l'hiver dernier, Terem Moffi et Youssouf, qui ont été des satisfactions et sur qui on doit logiquement construire. Mais après, ouais, ça va être très compliqué de gérer tout ça. Et moi, j'ai aucune vision j'arrive vraiment pas à m'imaginer comment sera l'équipe l'année prochaine, pour le coup. Ouais, Ah ouais, c'est pareil. ce manque de stabilité est problématique. Alors, parlant de stabilité, parce que là on a parlé des joueurs, mais il en va de même aussi pour l'entraîneur. Euh, voilà, alors là je vais me baser sur l'article de Nice Matin. Alors, c'était pas l'objectif principal de l'article, mais il m'a fait un peu tiquer.
puisque donc Vincent Menichini, qui, eh bien, je le salue s'il passe par ici, commence par: contre Rennes, le gym passe un nouveau test face à un adversaire qui vise le top 5. S'ils veulent continuer l'aventure avec Didier Digard, ce qui est leur volonté, les joueurs doivent vaincre. Donc, au même titre que la prolongation de Dante ces dernières semaines, d'autres sujets, euh, tout laisse croire, du moins, je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, que déjà les joueurs veulent continuer avec le coach. Effectivement, on est naïf de penser que les joueurs n'ont pas leur mot à dire dans ce type de décision-là. Maintenant, est-ce que ça va dans l'intérêt de l'institution OGC Nice que d'aller dans le sens des joueurs qui s'entendent bien avec Digard et qui eh bien, privilégient cette option-là pour potentiellement, là c'est vraiment de la fabulation, hein, rester à l'OGC Nice? Là je parle peut-être de Todibo et de Thuram. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est dans l'intérêt du club que d'écouter les joueurs, d'écouter leurs choix, leurs envies, pour peut-être les garder et maintenir une cohésion, une osmose, ou alors, eh bien, Ghisolfi, qui avait fait le choix d'introniser Digard en numéro 1, fait le choix de faire venir un coach avec des idées qui, je l'espère, vont dans le sens du jeu, pour eh bien, amorcer un énième projet pour une énième saison de transition. Ton avis, Hugo, là-dessus? Bah, c'est épineux parce que forcément, c'est pas les joueurs qui doivent décider, mais c'est aussi logique que si un groupe s'entend bien avec un entraîneur, il a envie de continuer avec lui. Et faut pas que ce soit eux qui aient le dernier mot, quoi. Mais pour moi, ça me choque pas que les joueurs aient leur avis. Et on le voit dans plusieurs clubs, hein. Beaucoup de joueurs ont une bonne relation avec un coach et, par exemple, veulent à tout prix rester si c'est lui en place. Ça me choque pas là-dessus. Et après, si on doit élargir au maintien ou non de Digard, moi, plus ça avance, plus je suis peut-être à contre-courant, mais j'aimerais bien voir Didier Digard rester parce que je vois les noms des successeurs. Est-ce qu'un Didier Digard par rapport à un Régis Lebris, qui semble l'option la plus probable parmi les noms qu'on a vus qui sont sortis, t'as forcément une plus-value? Est-ce qu'un top coach voudra venir à Nice sans Coupe d'Europe et sans garantie? Parce que c'est compliqué de convaincre un entraîneur quand tu vois les dernières saisons du club depuis qu'Ineos est arrivé. Enfin, c'est un projet qui, de l'extérieur, doit sembler un peu toxique et il ne donne pas envie d'y aller, quoi. Donc, est-ce que tu as un large choix de coachs qui peuvent venir? Et est-ce que justement, cette stabilité peut pas être incarnée par un Didier Digard dont, euh, dont je trouve qu'on a tranché le cas un peu trop sévèrement ces dernières semaines? Enfin, on l'a monté aussi vite qu'on l'a rabaissé. Et je pense qu'il y a quand même un juste milieu à trouver. Que moi, je suis persuadé que c'est pas juste un Pascal le grand frère qui s'entend bien avec le groupe et que je trouve qu'il a aussi des bonnes idées tactiques. Après, c'est un jeune coach, donc un jeune coach, il faut aussi, comme à l'image d'un joueur, tolérer qu'il fasse des erreurs. Est-ce qu'on en est à un stade du projet où on peut tolérer qu'un coach fasse des erreurs et apprenne? C'est aussi toute la question de savoir quel est le projet, en fait, tout simplement, du club. Et ça aussi, ça reste à définir dans les hautes sphères du club. Le projet, et j'élargirais même, alors c'est un terme un peu, on va dire, tarte à la crème, hein, mais l'institution OGC Nice, en fait, dans tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, moi je veux bien que les joueurs aient leur avis, préfèrent bosser avec tel ou tel coach. Mais là, je vais prendre volontairement un exemple qui va faire grincer les dents l'OGC Nice, hein. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir se regarder dans une glace et regarder ce qui se fait ailleurs. Longoria l'été dernier, quand il intronise Tudor, levé de bouclier, on veut pas de ce coach, etc. Payet qui veut pas y aller, etc., etc. Quasiment un an plus tard, on en est où? Une équipe qui est encore en lice potentiellement pour jouer le titre en Ligue 1, qui a joué la Ligue des Champions pour beaucoup, qui a été ridicule, mais qui a quand même joué la Ligue des Champions et qui a remporté des matchs. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme Marseille, mais au bout d'un moment, il faut aussi dire, tu es un club, il faut que le joueur, on va dire, bah, soit heureux et adhère au projet club
et à porter ce maillot rouge et noir. Si ton compromis c'est de dire ouais ben laisse Digard et tout, ouais, c'est un gars, on s'entend bien, etc. On a bien travaillé avec lui, ben moi je suis pas d'accord. Alors je suis peut-être un peu, on va dire, de la vieille école, hein, mais il y a des habitudes, je pense, dans le monde du foot, et c'est pas uniquement à l'OGC Nice, qui sont prises depuis un certain nombre d'années, qui, là, et c'est pas contre Didier que je dis ça, hein, mais qui me dépassent complètement. Ton avis, Obi-Wan, avec ta grande expérience euh, sur, De sur, quoi? sur Terre, déjà, et de suiveur football. Et de suiveur football. Ouf. Moi, j'ai un avis très tranché, donc qui ne fait pas partie de la petite musique qu'on entend actuellement autour du club. Pour moi, il y a beaucoup trop de choses qui se sont passées cette année au club qui me font penser qu'on ne peut pas continuer avec Digard. Et que les joueurs prônent tous son maintien ne m'étonne pas. Quand on voit de la façon dont Favre a été dessoudé et qu'on est capable, 3 jours après, de mettre 6 buts à Montpellier et de jouer d'une façon où ils sont tous mis la rate sur le terrain, on avait plus de jeux en un match que les 19, 20 précédents, je trouve ça proprement scandaleux. Donc déjà, je pense qu'il y a un vrai problème de mentalité, mais qui est propre à la société, qui est propre aux joueurs de foot, parce qu'on sait qu'ils sont du bon côté du manche et que c'est eux qui font la pluie et le beau temps, malheureusement, dans les clubs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Digard a fait de l'excellent travail et je pense qu'il faut le saluer, même si je pense que ça a été qu'un feu de paille, parce qu'on voit bien que quand même s'il y a eu une victoire aujourd'hui, c'est quand même très poussif, je trouve, hein, face à Rennes qui n'a pas été bon du tout. 3, ça a été quand même, on a été limite, ça a été limite Lolesque en fin de match où on doit gagner 4-0 et on a failli se prendre un nul. Bon, Clermont, n'en parlons pas. Enfin, je trouve quand même que c'est quand même poussif. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on doit écouter les joueurs avec tout ce qu'on a dit avant? Est-ce que l'avis des joueurs est intéressant par rapport à tous les chantiers qu'il y a à mener au niveau du groupe aujourd'hui? Todibo, le gardien, le côté gauche, les milieux de terrain, les supports aux attaquants, etc. Ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, est-ce que les joueurs vont être écoutés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut considérer que la gestion sportive, et je vais parler que de la gestion sportive, des mois de mars-avril a été concluante? Vu les résultats, 5 matchs, 3 nuls, 2 défaites. C'est factuel. Je dis non, c'est pas concluant. Et quand on prétend s'inscrire dans la durée dans un club aussi ambitieux que l'OGC Nice, je pense qu'on doit être capable de prendre les décisions nécessaires pour justement, ça a été dit tout à l'heure, mettre l'institution OGCN au-dessus de tout, de tout, des croyances, des intérêts personnels, des carrières individuelles. C'est l'institution qui doit primer. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris de l'importance, beaucoup plus que le club, et aujourd'hui, on le paye très cher. Pourquoi? Parce que je pense, c'est mon intime conviction, que les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour qu'on soit au niveau où il fallait sur des matchs clés. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Voilà. Donc, j'ai un avis très tranché par rapport à ça. Ça veut dire que le chantier, il est probablement beaucoup plus important que ce qu'on peut en parler. Parce qu'on est dans un contexte avec l'histoire Galtier derrière aussi, hein, Ouais. où on ne sait pas ce que les uns et les autres ont à se reprocher. Je parle aussi du staff et de l'équipe dirigeante du gym. On n'en sait rien. J'espère qu'on est propre là-dessus, mais tout est lié. Je pense que tout est lié. Donc moi, je fais partie de ceux qui ne voient pas Digard, ne souhaitent pas que Digard reste, même si je pense qu'il va rester. Justement pour tout ce que je viens de dire. Donc Peut-être qu'on ne peut pas mettre le l'objectif, feu. si je lis entre C'est les vrai. lignes, si je lis entre les lignes, c'est que tu souhaiterais que Digard ne reste pas pour aussi que ça coupe avec tout ce qui a pu se passer Oui, sur les derniers mois absolument. et qu'on démarre un nouveau cycle. Où il a été un peu jugé parti aussi. Et où il a cautionné aussi un certain nombre de comportements durant une période extrêmement importante pour le club et qui ne me satisfont pas parce que quand on mène un projet avec une équipe ambitieuse,
avec des joueurs où on doit être en attente de performances exceptionnelles, eh ben, les joueurs n'ont pas été mis dans des situations pour faire des performances exceptionnelles. Et pour moi, ce n'est pas représentatif d'un club de haut niveau. Je pense Voilà. également, quand tu dis ça, je pense à la gestion du cas Delors avant son départ à Nantes. Où il y a eu effectivement l'article dans Nice Matin, où il boycottait un peu voilà, son aventure avec le club, et il avait été effectivement mis dans le groupe pour son dernier match contre Montpellier. Je sais que beaucoup avaient râlé, et j'en faisais partie, pour que, eh bien, il ne soit pas mis dans le groupe. Enfin, tout ça pour dire aussi que je pense que ça englobe aussi là, à cette dimension-là. Hugo, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Finalement, le message d'Obi-Wan, c'est que le problème, il est beaucoup plus profond. Sur quoi on peut s'appuyer? Peut-être une équipe dirigeante nouvelle, Bocquet, Ghisolfi, Jean-Claude Blanc, peut-être d'ici quelques semaines, où on aura peut-être un peu des précisions par rapport à son poste et son rattachement ou non à l'OGC Nice. Euh, un club, c'est comme une entreprise finalement, hein. Si tu as des fondations qui sont solides en interne, ensuite tu arrives à faire du bon travail, à avoir des résultats. L'OGC Nice a eu des fondations un peu bancales ces derniers mois, j'ai envie même de dire ces dernières années, pour finalement arriver à un point de non-retour qui a été l'été dernier. Voilà, sur quoi on doit s'appuyer finalement pour toi, Hugo, pour l'année prochaine. Bah, clairement, c'est plus que souhaitable et c'est obligatoire que ce soit justement le duo Bocquet-Ghisolfi. Jean-Claude Blanc, je sais pas, on ne sait pas quel est son rôle, mais en tout cas, le duo Bocquet-Ghisolfi, qu'ils aient la main sur le sportif, c'est une nécessité absolue pour l'année prochaine. Et bah, que le choix du coach passe par eux, que les recrues passent par eux. Enfin, il nous a manqué ça l'été dernier, on va le payer longtemps. Le fait de gérer un mercato sans directeur sportif et sans ligne directrice, voilà, il faut clarifier, il faut avoir un projet clair et laisser les hommes qu'on a mis en place le gérer. C'est simple, mais c'est parfois compliqué dans le football actuel. Et voilà. Et pour revenir sur le sujet d'Igard, moi je suis pas persuadé aussi que Ghisolfi, enfin, je pense que Ghisolfi veut le maintenir en place aussi. On a vu que Lens, c'est ce qu'il avait fait avec Francaise et que ça avait plutôt bien fonctionné. Après, on va pas comparer, bien sûr, c'est deux contextes différents, deux coachs différents, mais il a mis en place toute l'espèce de cellule de performance autour de lui avec les gens qu'il a fait venir de Lens, avec Julien Sablé. Donc je suis pas aussi persuadé que Ghisolfi ait vraiment envie de partir sans Digard. Et aussi, j'ai l'impression que son réseau d'entraîneurs, c'est aussi un jeune directeur sportif. J'ai pas l'impression qu'il a un réseau d'entraîneurs très développé. On le voit dans les noms qui sortent. C'est Régis Lebris, un ancien de Lorient où il était. Francaise, un ancien de Lens où il était aussi. Et il y a le nom Gallardo, mais apparemment, des rumeurs qui sont sorties, c'était plus Ineos qui voudrait Gallardo. Donc je sais pas aussi si, de son réseau, puis aussi de par le fait que le Nice n'est pas très attractif pour des grands coachs, si il va pas choisir cette solution de rester avec Gigard et avec la cellule qu'il a mise en place et qui a plutôt bien fonctionné à une période. Un dilemme effectivement très important à gérer pour l'OGC Nice, hein, finalement, soit de poursuivre une certaine forme de stabilité avec Digard et s'appuyer sur, on va dire, les quelques garanties qu'on a pu avoir sur les 6 derniers mois, ou alors couper court à tout ça et peut-être réintégrer Digard en tant qu'adjoint ou en tant qu'entraîneur de la réserve, et mettre eh bien, un entraîneur autre qui va un peu pas à l'encontre de ce qu'a pu faire Digard, mais qui inculque voilà, une certaine idée de jeu, et qu'on retrouve du plaisir en regardant l'OGC Nice. Euh, Messieurs, est-ce que vous aviez peut-être quelque chose à rajouter peut-être sur le match, ou un sujet qu'on n'a pas abordé? Hugo, peut-être? Peut-être souligner quand même, on l'a fait un petit peu, le match défensif de Melvin Barr. Mm. Parce que moi, quand j'ai vu la compo de départ et la forme de Jérémy Doku, savoir qu'il allait affronter Melvin Barr en vis-à-vis pendant 90 minutes, Il a souffert en première mi-temps. il a souffert en première mi-temps, il a bien été épaulé par Dante, mais plus le match avançait, plus il a pris le dessus, Mm. jusqu'à réussir à bien le contenir. Donc quand même à souligner, parce que là-dessus, il partait quand même un peu perdant au début du match. Donc même si offensivement, c'est toujours
compliqué et pas bon. Défensivement, il a tenu la baraque et j'étais plutôt content de sa performance parce que j'étais inquiet avant le coup d'envoi. Obi-Wan, Oui, un autre sujet, partage. ouais, quelque chose qu'on n'a pas. Non, sur le match, pas grand-chose à dire. C'est vrai, moi j'étais plutôt surpris du match de Barre à l'arrière. J'ai trouvé que Guigard n'avait pas fait beaucoup de remplacements aussi. Effectivement. Et je crois il fait C'est con, hein. Rosario et Atal et c'est tout, je crois. Ouais, Ouais. c'est tout, hein. Mm, mm, mm. Et deux remplacements, bon, j'étais quand même étonné, donc ça veut dire que je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment l'analyser. Voilà, toujours dans la perspective de préparer la saison prochaine. Je pense que c'était un match, de toute façon, tu n'as rien à jouer. Mais donc, je sais pas, j'étais étonné de ça. Tu fais pas rentrer Brahimi, tu fais pas rentrer Belayan, tu fais pas rentrer Mendy pour éventuellement renforcer la défense, pour maintenir le résultat. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je pense qu'il Mais tâtonne. non, Je pense qu'il tâtonne un peu juste ouais, pour te répondre parce que on a vu que les coachings au début, c'était à chaque fois, ils faisaient des choses qui fonctionnaient, hein. Je pense notamment au but de Brahimi à Marseille. À chaque fois, il y avait un impact. Et puis finalement, ça s'est un peu effrité estompé. avec le temps. Et puis je pense que le point d'orgue, ça a été le retour contre Bâle, où il change 4 joueurs de champ. Et puis le niveau de performance globale de l'équipe a baissé. Et je pense que là, il a dû se dire, je joue le match pour le gagner. Et donc, je sors Ramsey parce que je crois qu'il était un peu blessé, il fait rentrer Rosario. Et puis Buonanni parce que Buonanni à chaque fois ne joue pas un match plein parce que peut-être qu'il peut pas encaisser les 90 minutes, sûrement. Voilà, donc sinon, non, pas grand-chose, pas grand-chose à rajouter. Si, puis une remarque qui concerne le public, j'ai vu que la populaire la populaire était vide en bas. Et c'est quoi? Ils ont pris un match de suspension ou Oui, Euh, c'était le deuxième match consécutif c'est le deuxième? au fumigène et avec truc de Galtier aussi, je crois. Qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que c'est triste d'avoir la pop vide comme ça pour les matchs? C'est vraiment. Alors, déjà qu'il n'y avait pas grand monde, mais alors là, en plus, avec cette tribune vide, c'est vraiment triste. Donc, vivement qu'ils reviennent, les supples. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Messieurs, eh bien, on arrive à quasiment 1h20 d'émission. Je pense qu'on a fait le tour en long et en large du match et de l'actualité autour de l'OGC Nice. Forcément, au plus l'échéance de fin de saison approche et au plus on se profile sur la saison prochaine et les chantiers, on a l'impression de ne pas avoir avancé d'un iota par rapport à l'été dernier. C'est la vie qu'on a décidé de mener en tant que supporter de l'OGC Nice. Hugo, Obi-Wan, un grand merci à vous pour votre participation à l'émission de ce soir. Nous, on se retrouve dès le week-end prochain pour ce déplacement à Strasbourg et ce match contre notre ancien coach bien-aimé Fred Antonetti. L'émission, hein, elle sera retrouvée, si vous arrivez en cours, là je vois que Christophe vient d'arriver, que je salue. Elle sera retrouvée en replay sur YouTube dès ce soir et puis en replay aussi sur Spotify si vous êtes plutôt adepte des podcasts. Messieurs, un grand merci et puis on se souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Bon week-end et à très vite. Merci, bonne soirée et Issa Nissa.